Donc, nous avons cet après-midi, donc pour ce deuxième atelier de la consultation à la participation sociale, donc de l'axe 4 sur les gouvernances. On verra jusqu'à quel point on sera bien dans les thèmes ou pas, mais si on arrive à faire bouger aussi, c'est intéressant. Donc, avec 4 interventions donc du collectif Toutes Concernées, qui est vous-même, d'accord, je crois que c'est voilà, Chantal Jana, parfait, Monsieur Louis Bourgois, je crois que c'est Louis, voilà, tout à fait, et je faisais son programme avec les initiales, et du coup, il faut que je jongle pour retrouver vos prénoms, Monsieur Chigot. Oui, c'est ça. Voilà, donc je vous propose qu'on, par simplicité, comme on improvise un peu tout, qu'on garde l'ordre du programme, que vous interveniez les uns à la suite des autres pour des présentations rapides de votre contribution. Alors, donc, pour cet atelier, toutes les contributions sont parvenues en ligne, vous pouvez les consulter. Et puis qu'on se garde donc en fin de séance, donc on a jusqu'à 15h, 16h15. Hein. 16h15. Voilà, c'est ça, jusqu'à 16h15, ce qui nous laisse un petit peu moins d'une heure. Donc on se garde un quart d'heure, 20 minutes de discussion. Je pense que ça fait à peu près ça. Hein. Vous voulez... Non, je propose effectivement de commencer. Je pense que vous nous connaissez, vous savez qui nous sommes. Peut-être devrais-je préciser que je suis une personne dite concernée et que je suis ici au titre de l'expertise d'usage ou expérientielle. On peut l'appeler de plein de façons différentes puisque ce sont des définitions qui sont très fluctuantes. Juste, du coup, moi, je vais aussi dire... Oui. Je suis désolé, Nicolas Henquet, donc je suis sociologue au CNRS, chargé de recherche au CNRS, dans un laboratoire qui s'appelle le CERMES 3 et qui est basé à Paris. Donc, on y va, mesdames? Je vous laisse vous déplacer ici. Oui, peut-être qu'il faut que vous mettiez là, parce que pour le micro et quelle est l'image. Une personne, on intervient tous les quatre en même temps. Ah, on peut déplacer. En fait, le truc, c'est qu'il c'est branché là. C'est branché là, on ne peut pas le... Voilà, si vous pouvez parler fort. Ouais. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Vous entendez très bien. Vous nous dites, Céline, si vous ne nous entendez pas. Des signes hein, si on ne parle pas assez fort. On va essayer de... On enlève les mains. Nous allons vous parler de notre collectif Toutes et Toutes Concernées. Ce collectif est issu des états généraux des personnes qui ont vécu des troubles psychiques. Nous parlerons de l'élaboration de la démarche, des états généraux, des propositions du plaidoyer et enfin la naissance de la vie collective. Alors d'abord l'élaboration de la démarche des états généraux avec les personnes concernées. Donc à l'été 2018, les coordinateurs de conseils locaux de santé mentale de la métropole ont sollicité l'association AMAC, Association pour une meilleure autonomie des personnes en situation de handicap psychique, pour réfléchir ensemble aux questions de participation des personnes concernées. Dans un contexte de réflexion autour du diagnostic partagé du projet territorial de santé mentale, l'idée est venue d'organiser des états généraux qui permettraient de faire ressortir les paroles et les besoins des personnes concernées en dehors de la présence des professionnels. Nous avons donc ouvert notre groupe aux personnes concernées volontaires pour penser ensemble la démarche et co-construire ces journées avec l'appui de coordination soins neufs, soins psychiques et réinsertion. Nous formions ainsi un groupe de personnes concernées et professionnelles. On a pris appui sur les structures du médico-social pour relayer l'information auprès des personnes et aller à leur rencontre. Un binôme de professionnels et de personnes concernées pour présenter cette démarche et les 2 journées que seront les états généraux. Et éliminer le plus possible aussi les freins à l'ordonnée, comme par des remboursements de type PCL, par des rendez-vous en gare, en gare de Lyon, pour pouvoir aller après sur le lieu des journées, des rendez-vous à la station de bus, le repas du midi qui était offert par un partenaire décideur. Les 2 jours. Plus fort, là, ça passe pas, là, personne n'entend. Les états généraux en soi, les 4 et 5 avril 2019,
140 personnes concernées se sont réunies sur 2 jours. La première journée axée sur l'accueil des participants et l'implication dans les ateliers thématiques sous forme de table ronde avec facilitateur d'expression. Accueil café, possibilité d'entrée et de sortie à sa guise. Il y avait aussi un mur d'expression. Le GEM, groupe d'entraide mutuelle Iceberg, nous avait mis à notre disposition une exposition de tableaux de personnes concernées, ainsi que des planches de BD prêtées par un hôpital de jour sur le thème de la santé mentale. Nous avions fait un coin salon repos, tout cela concourait à un accueil convivial. L'intervention du GEM Les moyens du bord sur l'accès à la culture, du GEM Advocacy France sur l'accès aux droits des usagers et l'organisation d'un débat mouvant par David Chevalier ont permis de nous mettre en marche en prenant part à cette journée. Il est ressorti des ateliers thématiques des propositions d'actions concrètes, car s'appuyant sur l'expérience de vie des personnes, sur des thèmes du quotidien, comme la vie affective et sexuelle, la santé, le travail, l'hébergement, la vie culturelle et sociale, etc. La deuxième journée a été axée sur les contributions au projet territorial de santé du Rhône et de la métropole. En clôture des 2 journées, le GEM Arlequin est intervenu sur les questions de participation et d'implication dans les CLSM, conseils locaux de santé mentale. Alors, des propositions au plaidoyer. Donc, toutes les propositions faites par les 140 personnes concernées, elles ont été reprises dans le projet territorial de santé mentale. Et donc, on a construit un plaidoyer pour regrouper les propositions qui sont devenues des préconisations qui sont maintenant portées par notre collectif. La naissance et vie du collectif avec portage du plaidoyer. J'ai fait la proposition de la constitution d'un collectif à la clôture des journées des États généraux. La naissance du collectif s'est faite en juin 2019. Le 21 janvier 2020, nous avons restitué le travail des États généraux dans le prestigieux salon de l'Hôtel de Ville de Lyon, face à plus de 300 personnes, tant professionnelles que personnes concernées. Ce moment a été très important pour le collectif, à la fois fédérateur et enthousiasmant. C'est un moment de joie intense pour le collectif et de partage très chaleureux avec les personnes présentes. Depuis, nous portons le plaidoyer auprès des élus et des représentants de la santé. Sur la thématique de la consultation à la participation citoyenne, nos réflexions se portent sur 4 axes. Premier, utilité sociale et relations humaines. Deuxième, bien sûr, l'autonomie, la valorisation des personnes et de la santé mentale, contrairement à ce que les gens pensent, les bénéfices du collectif. Axe 1, utilité sociale et relations humaines. Les relations humaines au sein du collectif sont importantes, doivent être empreintes de confiance et de joie de se retrouver. Climat de confiance et de bienveillance à maintenir. On se sent utile de faire partie d'un groupe. On a des choses à faire et à penser, des buts à atteindre, des combats à mener. On n'est pas tout seul dans la même galère. On rencontre des personnes qui vivent des difficultés et qui sont combatives et dynamiques. On échange sur les différents types de traitements ou d'approches thérapeutiques. Il était un temps où, dans les unités médicales, on nous interdisait d'échanger avec les autres patients. Maintenant, on peut le faire dans le collectif ou avec les pères aidants. On n'est pas jugé. On est soutenu par des personnes qui ont toujours le sourire. Axe 2, autonomie. Fédérer autour de la demande d'autonomie et d'indépendance des personnes concernées pour porter politiquement ces demandes. On est considéré comme des personnes à part entière, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Dans d'autres endroits, on nous dit ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Au sein du collectif, ce n'est pas le cas. Troisièmement, la valorisation des personnes. Le collectif permet la réassurance dans la légitimité, le droit à s'exprimer, même en ayant eu des troubles psychiques. Les professionnels mettent en confiance le collectif.
Le collectif sert à valoriser la santé mentale. Ce n'est pas parce que l'on a été malade à un moment de notre vie que l'on ne veut pas prendre part à la vie sociale. Le collectif permet de valoriser les capacités de chacun, chacune. Les professionnels sont importants car ils permettent une gestion et une organisation au sein du collectif. Ils préparent notre arrivée, déminent les mentalités, acclimatent pour pas que les personnes concernées s'en prennent plein la tête lors de rencontres avec des personnes politiques, par exemple. Cela se fait par la posture des professionnels. Le petit émettre que l'on a pensé, c'était les bénéfices du collectif. Le fait d'avoir un collectif mixte, hommes, femmes, jeunes, vieux, professionnels, non professionnels, bénévoles, apporte un équilibre mental avec des gens rétablis et stabilité de la maladie et du soutien. La connaissance du parcours par un vécu d'expérience. On constate que peu de personnes du collectif rechutent. On peut penser que le collectif y est peut-être pour quelque chose. Notre culture a scindé le corps et l'esprit, or les deux sont liés. Notre esprit est souvent mis de côté et on oublie l'importance de l'environnement dans ce sujet, qui est essentiel pour des personnes parfois vulnérables. Comme par exemple en ce moment avec la Covid, on constate l'anxiété qui s'accroît et atteint la population qui demande de l'aide en santé mentale. Nous sommes dans une période de grande fragilité psychique. Notre collectif, toutes et tous concernés, un collectif inédit, peut vous inspirer et être un exemple à suivre. Ce n'est pas une honte, cette maladie mentale ou psychique, mais plutôt une chance. Oui, vous entendez, une chance pour avoir un autre regard, une autre sensibilité, une autre compréhension de la vie, de nos facultés à connaître la maladie en général. Et souvent, les personnes qui sont passées par là, elles connaissent beaucoup de situations que beaucoup de gens, lambda ou pas, n'ont jamais connues. Où cela vient et comment y remédier partiellement, donc des maladies, comment elles viennent les maladies et comment, à travers le vécu, même les autres personnes d'autres maladies savent aussi parfois comment elles viennent leurs maladies. Ce collectif aspire à une transformation du regard, de la compréhension de la société sur les personnes concernées par les troubles psychiques, afin de réaliser une inclusion pour que nos deux mondes n'en fassent qu'un. Souvent, il y a toujours le rejet, oh, les malades mentaux, oh là là. D'ailleurs, souvent, on ne voit pas beaucoup de personnes dans les réunions. N'en fasse qu'un, le monde dit normal est le monde souvent exclu à cause d'une méconnaissance ou refus de nous connaître. Donc, nous, personnes concernées. Et oui, donc nous, le collectif, on veut essayer de rentrer là-dedans pour montrer que des personnes concernées ont des possibilités. Ça c'est déjà, c'est terminé, mais... La maladie, ça s'entretient. La maladie mentale, en général, ça s'entretient. La santé, oui, la santé. La santé en général. Oui, oui, oui. Ça s'entretient. Ça s'entretient, oui, la santé. Avec certains professionnels. Oui. Oui, Il y a la beaucoup santé, oui. de gens qui ont connu la maladie mentale très connue sur la Terre, hein, comme le fondateur des hôpitaux Saint-Jean-de-Dieu, par exemple, qui a connu beaucoup d'autres personnes. Churchill, sans compter. Aussi, les autres personnes. Non, mais c'est pour valoriser, puisque moi je suis pour Oui, ça. mais je pense que le débat va venir peut-être plus tard. Merci beaucoup pour votre Voilà. intervention à 4 voix. On fait entendre 4 voix différentes sur une même intervention. Tu veux annoncer? On passe tout de suite à la présentation suivante? Oui. Non, Alors, je vais la faire. Voilà, c'est madame, présentation- du coup, je vais le faire. Donc, présentation suivante de madame Chantal Janin, qui est vice-présidente. Vous avez visualisé mon PowerPoint que Je vais j'ai D'accord. porté dans ma clé USB. Je vais- J'espère que vous allez bien le voir. Voilà. Nous, en tout cas, on le voit. Eh bien, est-ce que Peut-être voit sur l'écran? la dame qui est en visio, elle ne le voit pas. Si, elle doit le voir. Là. On va le mettre Bonjour, en... mesdames et messieurs. Une toute petite seconde. Je suis- Petite seconde, voilà. on va commencer. On y est. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Chantal Janin, vice-présidente au BRIM. Je suis contente de venir avec vous, de passer cet après-midi pour témoigner, débattre et co-décider sur la
l'autonomie de vie. Oui. Ah, il faut Voilà, on est là. Encore? oui, témoigner, débattre et co-décider l'autonomie de vie. Titre proposé. Ok. La gouvernance. L'association GRIM est gouvernée avec l'éclairage des personnes concernées, la vice-présidence au conseil d'administration, la présidence des conseils à la vie sociale, le résident d'une maison du GRIM. L'association GRIM est organisée et articulée autour de 2 territoires, le Rhône et la métropole. Les valeurs phares du GRIM sont le respect, la solidarité et l'adaptabilité, en prenant appui sur l'audace et l'innovation des acteurs et sur la co-construction des projets inclusifs. Les projets inclusifs sont les appartements inclusifs. On en parle beaucoup dans les témoignages, dans les vidéos ce matin. Savoir expérientiel. Proposition de devenir membre du conseil d'administration au titre de personnes concernées depuis 3 ans pour mieux orienter les débats stratégiques et l'expérience acquise en tant qu'ancienne patiente de la psychiatrie. Donc, j'ai été hospitalisée en avril 2004 à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et j'en suis sortie, rétablie, parce que j'ai combattu ma maladie. J'ai été dans un service de réhabilitation psychosociale, au service URPS de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à l'insertion dans diverses activités culturelles, la couture, le théâtre, la poterie, la peinture. L'insertion du groupe Entraide Mutuelle à Eauze à Vénissieux. Je suis devenue secrétaire du conseil d'administration pendant 11 ans. Pardon, je vais respirer. Donc, j'ai été secrétaire du conseil d'administration pendant 11 ans. Je représentais la FNAPSI, membre de la coordination 69, soins psychiques et insertion, parce que je faisais partie du groupe Entraide Mutuelle à Eauze. Et le président aimait bien qu'on ait fait les réunions à la coordination 69 parce qu'il représentait la FNAPSI. La FNAPSI, c'est la Fédération nationale de la psychiatrie des usagers. La présidente est à Paris. Donc, soutien des décisions. Je suis membre du bureau depuis le mois d'octobre 2020 et je participe au pilotage de la direction GRIM avec le président, M. Patrick Pozzo. Au titre de vice-présidente, en tant que personne concernée rétablie, je milite auprès de plusieurs associations pour l'inclusion des personnes concernées. J'ai vu l'intérêt d'aider l'association GRIM qui fait beaucoup d'efforts pour aider les personnes concernées à s'insérer dans une société inclusive. J'ai rencontré avec le président, M. Patrick Pozzo, les députés pour expliquer les agressions que les mandataires judiciaires ont subies en exerçant leurs fonctions auprès de personnes concernées qui sont sous curatelle. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui était sous addiction, qui est allée au bureau rue Garibaldi, et elle a agressé les personnes physiquement et verbalement. Elle a cassé les vitres et le personnel s'est trouvé en arrêt maladie pendant 1 mois. Donc, j'ai soutenu l'association GRIM dans son activité. C'est pour ça qu'on a rencontré les députés pour essayer de faire quelque chose pour la sécurité des bureaux, pour éviter que le personnel continue à être agressé physiquement, quoi. Donc là, on a obtenu de l'argent pour faire des travaux. Grâce à nos interventions auprès des députés, on a obtenu un prêt, une subvention, quoi. Ça marche par subvention, le GRIM. J'ai soutenu l'association GRIM dans son activité de protection judiciaire, qui est si peu reconnue et pourtant tellement importante afin que les bureaux des mandataires judiciaires soient sécurisés. Donc, on a fait faire les travaux. Nous sommes intervenus auprès des députés pour obtenir une subvention que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et avec cette subvention, nous avons pu faire les travaux rue Garibaldi pour que les personnes travaillent dans la sécurité. Accompagnement dans les services de GRIM. Le SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, accompagne 205 personnes. Le SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour personnes en situation de handicap, accompagne 50 personnes dans leur insertion professionnelle à leur domicile. Les professionnels se déploient sur tout le département du Rhône et sur la métropole lyonnaise à partir des antennes de Lyon, Villefranche, Tarare. Les services proposent 10 logements en bourg-glissant pour renforcer leur autonomie. Le domicile inclusif et les maisons du GRIM proposent à 86 personnes un accompagnement lié au logement qui est une priorité pour l'association. C'est le logement. Les services de protection du GRIM gèrent 1640 dossiers de personnes
qui... Voilà. Là-dessus, on n'arrive pas à bien voir. Les contraintes. J'ai eu des contraintes dans ma vie, donc de personnes concernées. J'ai vécu des périodes difficiles parce qu'on a décidé pour moi et que j'ai connu la contrainte de la curatelle sans l'avoir voulu. C'est souvent les personnes concernées, on met les personnes sous curatelle ou sous tutelle sans leur demander leur avis. Et ça, c'est pas bien. C'est une privation de liberté. Le savoir exponentiel doit être connu dès la prise de décision. Pas exponentiel, expérientiel. Non, mais exponentiel, c'est très bien. C'est bien aussi. Mais ça vient exponentiellement. C'est très bien. Ça se développe. Voilà les contraintes que j'ai vécues, donc la curatelle renforcée et après la curatelle simple et j'ai obtenu la Malvée en 2015. C'est quand même une contrainte la curatelle. Il ne faut pas croire, on ne fait pas ce qu'on veut avec notre argent. Hein. Vous voulez ouvrir une assurance vie, le curateur il ne veut pas. Vous voulez un plan d'épargne logement, le curateur ne veut pas. Il vous autorise qu'un livret A et un plan d'épargne, pas un plan d'épargne logement, un livret d'épargne populaire. Tu as le droit déjà, ça c'est jamais que rien. Hein. C'est pas financier. C'est pas un financier, mais on n'est pas libre de notre argent. J'encourage l'association GRIM à développer des logements en utilisant les nouveaux dispositifs proposés comme les habitats inclusifs. Mes expériences m'ont permis de proposer des modifications au projet d'établissement de GRIM pour inclure des améliorations. Les logements d'essai. Moi, j'ai proposé les logements d'essai. C'était une préconisation qu'on avait marquée dans les états généraux. Ça avait été demandé par les personnes concernées. J'ai trouvé que c'était bien parce que les personnes qui vivent chez leurs parents ou qui sont auto-hospitalisées, ça peut des fois leur ouvrir une porte pour avoir leur autonomie de vie. Un essai, c'est des essais de 90 jours, mais comme le GRIM fait un accompagnement logement, ils peuvent après avoir ensuite un logement pérenne. La création de places supplémentaires au service SAVS et SAMSA pour réduire les files d'attente. C'est pour ça qu'ils ont augmenté leur capacité de place en SAVS et SAMSA. C'est parce que c'est moi qui l'ai demandé. Je suis attentive au problème de l'attente parce que moi, j'ai dû attendre 2 ans une place vacante. Alors, on m'avait proposé à l'hôpital. Hein. Je soutiens l'association GRIM dans sa manière de gérer la mesure de protection car elle recherche les volontés de la personne et la main levée. Parce que c'est vrai que là, elle recherche la main levée quand le dossier va bien. En général, ils n'ont pas besoin de la demander. Moi, c'est ma curatrice qui m'a dit Chantal, vous pouvez demander la main levée avant de ne pas repasser devant le tribunal. Mais je ne savais pas. Il y a beaucoup de personnes concernées qui n'ont pas d'informations, qu'on ne leur dit pas, qui peuvent le faire. Ça, c'est important de savoir ce qu'on doit faire. Un manque d'informations pour plein de choses pour les personnes concernées. Les évolutions, si, sont autonomes, les personnes. Je voudrais que l'on respecte les personnes concernées pour qu'elles aient le choix pour trouver un logement autonome ou un hébergement et non qu'on leur propose au bout de 2 ans d'attente à l'hôpital, voire plus. C'est-à-dire que les personnes qui sont chez leurs parents ou qui sont hébergées chez leurs parents parce qu'il n'y a pas de logement vacant à Lyon ou dans le département, parce qu'on est à l'hôpital, on attend une place vacante, on ne nous propose pas autre chose, parce qu'on a des œillères, alors on nous propose des logements dans des foyers logements. On ne regarde pas le logement autonome. Il faut absolument que maintenant, ça a été dit dans le PTSN, que les personnes qui rentrent à l'hôpital, elles restent dans le logement ou on leur propose un logement dès l'entrée de l'hôpital. Je voudrais que les contentions mécaniques et chimiques s'arrêtent dans les services de soins, dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on essaie de trouver une autre méthode de soins pour calmer la personne concernée qui est en crise psychotique. Ça, c'est absolument inadmissible qu'en 2021, on continue à mettre les personnes en isolement et en contention dans les chambres d'isolement ou dans les chambres d'apaisement. Parce qu'il y a les deux dans les services de soins. Dans les urgences, les chambres d'isolement, mais dans les services de soins, il y a aussi les chambres d'apaisement. Ça ressemble à une chambre d'isolement. C'est parce que la différence qu'il y a, c'est que dans une chambre d'isolement, le psychiatre et l'équipe soignante sont obligés de faire un rapport et de l'envoyer au ministre de la Santé.
Donc, la chambre d'apaisement, ils n'ont pas besoin de faire de rapport. Je voudrais que les délégués de la curatelle et de la tutelle aient moins de personnes concernées à suivre en même temps pour que l'accompagnement soit mieux fait, car aujourd'hui, les mandataires judiciaires manquent de temps et cela produit des insatisfactions, du stress, de la violence verbale et physique. Voilà ma présentation. Si Merci vous avez beaucoup. des questions. On va garder les questions pour après, Oui. si vous voulez bien. Comme ça, on peut tout de suite enchaîner. On peut applaudir. Et donc, avec Monsieur Louis Bourgois. Vous pouvez venir ici. Vous voulez venir ici, Ouais. Ouais. Parce que au niveau du micro, je pense que Du ça coup, sera c'est profiter Ouais. de l'intervalle. Donc, Louis Bourgois, qui est enseignant-chercheur en sociologie au Pacte à Grenoble. D'accord. Et pour une présentation qui s'appelle Fabrique inclusive des politiques du handicap. Merci beaucoup pour l'accueil. Ça va être difficile de passer après vos interventions, hein. Vous mettez la barre haute là, parce que vous avez fait des interventions hyper incarnées. Et j'ai du mal à parler. C'est pour ça que je suis là pour la croiser. Merci. Alors justement, on va peut-être Non, on n'est pas sous-qualifié, on a eu des qualifications. On a une expérience. Voilà. On est tombé malade en potence. Et nous, on a des défauts d'incarnation dans la recherche. On a eu des formations, on a 5 travaillé. minutes encore. Et tu n'as pas laissé à tailler tout seul, pas que c'est pas ça servir. Hein. Alors, je mets mon non, mais minuteur je comme peux ça. le faire, je peux le faire. Ouais. Je mets 2 secondes. Donc, j'ai essayé de faire aussi un peu les liens quand même avec les interventions qui viennent d'avoir lieu. Donc, ouais, effectivement, moi, je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle Pacte et dans une équipe qui travaille sur l'accès au droit et sur le non-recours au droit, ce qu'on appelle. Mais là, je vais vous présenter en fait des résultats c'est pas vraiment une recherche, une petite étude que j'ai menée pour une ONG qui s'appelle Handicap International. Pardon ? Une petite ONG qui travaille dans une 60aine de pays. Et le siège est à Lyon. Ouais. Donc, c'est une étude que j'ai menée avec un consultant qui s'appelle Emmanuel Mounier. Et l'objectif, c'était pour l'association, d'essayer de voir ce qui se faisait, de définir un cadre sur, alors en anglais, désolé, parce que la mission était en anglais, il y a quelques mots encore en anglais, mais Inclusive Policy Making Process, ça veut dire construction inclusive des politiques publiques. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que, quand il y a des politiques publiques du handicap, etc., ou autres, les personnes handicapées, les associations de personnes handicapées sont présentes dans le processus. Et là, vous avez évoqué des expériences très concrètes, hein, de liens avec des députés, de différents endroits où vous venez en fait, avoir un impact sur les politiques qui sont en train de se faire. Et donc, pour ça, on est allé voir différents projets de cette ONG. On en a repéré 25 où il y avait à l'intérieur de ces projets dans différents pays une dimension en lien avec les politiques publiques nationales dans les différents pays. Donc, on a analysé un peu ces 25 projets et puis on en a pris 8 qu'on allait un peu plus creuser pour comprendre les mécaniques. On a fait des entretiens avec des salariés de l'ONG, avec des membres des administrations ou des élus et avec des associations de personnes handicapées. Donc, tout ça pour cette ONG qui a été assez active dans la promotion de la Convention en 2006, qui a été évoquée tout à l'heure. L'important, c'est de pouvoir contribuer à ce qu'il y ait des politiques nationales qui soient un peu en adéquation en fait, avec la Convention. Donc, ça, c'est un pas très beau schéma, et en plus, il est en anglais, mais simplement pour dire que pour essayer de comprendre les politiques publiques, on voit les différentes étapes en fait, de construction de la politique. Donc, c'est déjà d'identifier un problème. Le problème, ça a été évoqué aussi dans d'autres ateliers, mais de dire, bon, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est les déficiences des personnes? Est-ce que c'est la participation sociale? Est-ce que c'est des problèmes d'environnement? Donc, il y a déjà cette étape-là. Voilà. Et donc, ça, c'est une lutte, en fait, pour faire reconnaître le handicap, non comme une déficience, mais plutôt comme un problème de l'environnement, par exemple. Donc, à cette étape-là, c'est vraiment ça l'enjeu. Ensuite, de le mettre à l'agenda politique, c'est-à-dire que les pouvoirs politiques s'en saisissent et disent, bon, bah, du coup, il faut faire une loi ou
Ça peut être aussi sur l'éducation des enfants, ça peut être sur l'accès à l'emploi. Voilà, donc tous les sujets thématiques, ou alors des lois un peu chapeau, on va dire, sur le handicap, et puis après des lois plus sectorielles, quoi. Et ensuite, il y a une étape où il y a d'écriture de la politique, hein, souvent plus à l'intérieur du gouvernement, et de budgétisation de la politique. On va dire, on veut faire ça, et en face, on met tel budget. Ensuite, la politique est adoptée, et elle est mise en œuvre. Donc là, c'est le point 5. Là, elle est mise en œuvre, et en même temps, elle est suivie. Parfois, elle est évaluée, et ensuite, on peut repartir dans le cycle. Donc nous, on est parti de ces différentes étapes de la politique, et la question, c'était où sont les personnes handicapées, les organisations de personnes handicapées, à chacune de ces étapes-là, comment est-ce qu'elles influencent ou non, comment elles sont aidées pour le faire, et d'essayer de comprendre un petit peu leur poids, en fait, là-dedans. Et donc là, c'est les pays, les 8 pays où on a fait un peu plus des cas d'études. Donc, il y a le Laos, le Maroc, l'Afghanistan, sur des politiques nationales. Et après, sur des politiques justement un peu plus sectorielles, par exemple sur la réhabilitation fonctionnelle en Jordanie, l'inclusion économique en Indonésie, le Sénégal pour les politiques d'éducation inclusive, Mozambique sur le travail sur le système de protection sociale, et la région d'Amérique latine sur d'IRR, c'est ce qui est la réduction des risques, notamment des risques naturels, etc. Et la prise en compte des personnes handicapées dans l'émergence de risques naturels. Alors justement, je vais y venir parce que c'est un des enjeux. Bon, là, je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais en gros, voilà, on a essayé d'identifier à chaque étape quel type d'action pouvait être menée par les associations de personnes handicapées pour influencer le processus, sachant qu'elles ne sont pas les seules, hein. À côté, il y a aussi les associations qui sont gestionnaires de services, il y a des lobbies. Si vous travaillez sur les politiques, par exemple, de la route, vous allez avoir voilà, différents lobbies qui vont aussi intervenir dans ce processus. Donc là, on pourra en rediscuter après si vous trouvez, par exemple, c'est de dire au moment de la mise à l'agenda, c'est justement, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure sur les problèmes, par exemple, de contention, etc., c'est qu'il y a des associations qui puissent venir dire, voilà, le problème pour nous, c'est ça, ou les problèmes autour de la curatelle, etc., et de venir en faire un problème public. Ça peut être aussi une participation à l'évaluation des politiques, mais on voit aussi qu'à des moments, il y a des associations qui peuvent être consultées, par exemple, sur le budget, pour dire voilà, combien coûte un accompagnement, etc., et comment est-ce qu'on construit le budget public. Désolé, j'espère que ça ne va pas trop vite, je regarde le temps en même temps. On est bon? 4 minutes encore? Ça va. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc, OPH, c'est Organisation de personnes handicapées, sont, dans les projets qu'on a regardés, étaient systématiquement présentes. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ONG Handicap International qui, avec ses professionnels, faisait le boulot, mais à chaque fois, ils ont essayé d'associer, en fait, ou de contribuer à ce que les associations de personnes handicapées soient présentes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un peu plus consultatif que participatif, et ce n'est pas vraiment de la co-construction, c'est plutôt à certains moments, on vient demander l'avis, mais sans que ce soit vraiment dès l'origine une présence forte, une identification par les organisations des problèmes, etc. Donc, on reste un peu en dessous, vous voyez, sur les échelles de participation d'une co-construction. On est plutôt encore sur une consultation. Ça, il y a des travaux, ça intéresse, je pourrais vous donner, notamment d'une organisation qui s'appelle IDA, c'est International Disability Alliance, donc l'Alliance internationale des personnes handicapées, qui fait beaucoup de travaux là-dessus et qui montre ça dans une étude récente. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un rôle assez important des organisations de personnes handicapées au début du processus, pour pousser à l'agenda, faire du plaidoyer, comme ce que vous faites au niveau des associations, mais qu'ensuite, elles sont moins présentes, notamment au moment de la formulation. Donc, des fois, elles ont beau dire des choses, elles ne sont pas là pour vérifier que les choses sont bien prises en compte dans l'écriture de la politique. Et puis aussi un peu moins présentes dans le suivi. Mais du coup, ce qu'on... On a eu une association il n'y a pas que des usagers, hein, vous avez dit, il y a des professionnels et tout, il faut qu'il y ait un accompagnement, un suivi, c'est pas ce que je dis. Ouais. Ça va faire du bon travail. Oui, il faut créer des coalitions, en fait. Hein, exactement.
C'est un des enjeux. Ce qu'on voit, c'est que la recherche, elle peut jouer un rôle central dans tout ça. C'est-à-dire que pour mettre à l'agenda, comme pour suivre une politique, le fait de faire des recherches participatives avec des personnes présentes qui enquêtent, qui font remonter les choses, ça permet beaucoup de choses en fait pour alimenter la politique publique. Mais bon, ça, moi, je suis chercheur, donc forcément, je vais en ma boutique. Hein, mais, ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, il y a un peu une question autour de votre rôle en tant qu'organisation de personnes handicapées. C'est est-ce que vous êtes là pour faire du plaidoyer vraiment sur les droits de manière un peu générale, pour dire j'ai le droit à l'autonomie, et jusqu'à quel moment vous devenez plus des techniciens de la question et de pouvoir répondre à des questions techniques que va se poser un gouvernement pour dire d'accord, mais bon, si on monte une prestation de compensation du handicap, comment on fait, comment on la calcule? Et est-ce que les associations de personnes handicapées ont encore un rôle là, ou est-ce que ça passe à des techniciens? Voilà, donc il y avait toutes des questions autour de ça, sur la place de leader individuel aussi. Et puis, par rapport à votre question, madame, c'était justement ce que nous, on a vu, c'est que la plupart du temps, les leaders et les associations de personnes handicapées, il y avait une surreprésentation des personnes avec handicap plutôt physique et une sous-représentation des organisations, notamment de personnes voilà, avec la dimension santé mentale, atteinte de troubles psychiques, etc. Donc là, il y a aussi quand même, aussi à l'intérieur du mouvement, ce n'est pas uniforme, il y a vraiment un enjeu qui est aussi une vraie représentativité quand même des différents types de situations. En tant que personne concernée, on veut être en tant que professionnel concerné. Enfin, professionnel, on est des bénévoles, mais on peut montrer aussi. Vous êtes des experts souvent, aussi. Auprès des autorités, tout ça, on a plus d'intérêt que des professionnels types parce qu'on montre des valeurs que des personnes, souvent, on met sur le bateau. Oui. Non, mais ouais, bah là, ça fait les 10 minutes. Voilà. Pour conclure, simplement, de dire que tout ça, c'est vrai que c'est des processus à très long terme et que, notamment enfin, voilà, ça demande des moyens, ça demande de pouvoir engager des personnes sur du long terme. Ce n'est pas pendant 2 mois, on fait quelque chose. Parce qu'une politique, le temps déjà qu'elle soit mise à l'agenda, qu'elle soit adoptée, qu'elle soit ensuite mise en œuvre, financée, qu'il y ait tous les textes qui aillent avec, etc., c'est 10 ans. Et donc ça, c'est vrai que ça demande pour les organisations de personnes handicapées une mobilisation forte sur du temps long et avec des moyens. Et c'est un vrai enjeu. L'enjeu de la budgétisation aussi est très important, parce que c'est bien de faire des belles politiques publiques qui respectent parfaitement la convention. S'il n'y a pas d'argent derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, en gros, puis sur les autres dimensions, on pourra en discuter si ça vous intéresse. Merci beaucoup de votre attention. Et merci pour le C'est M. Christophe Chigot qui va maintenant intervenir, qui va venir nous parler d'une expérience italienne, je crois. Oui, en partie. En partie. Et communication qui sont construire les agencements quotidiens pour une recherche action transalpine. Bon. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Chigot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les dimensions collectives de l'autonomie, ou pour entrer un peu plus dans le sujet, plutôt c'est la construction par les personnes concernées des contextes qui leur conviennent. Donc des contextes collectifs, alors pas à l'échelle des grandes institutions ou de l'État, mais plutôt dans des dimensions, par exemple, associatives ou coopératives. Voilà. Alors, j'ai commencé une recherche-action dans une structure italienne à Milan qui s'appelle Olinda, dont certains représentants viendront là en fin d'après-midi et surtout demain, là, on sera dans un atelier. Ils expliqueront un peu mieux leur projet. Et j'essaierai de faire la traduction à ce moment-là. Voilà, je ferai que ça. C'est une structure dite post-Basaglia. Alors, Franco Basaglia, c'est une personne qui a initié tout un mouvement en Italie depuis les années 60 et c'est un mouvement qui a abouti en 78. Un mouvement pour l'abolition des hôpitaux psychiatriques qui était à cette époque
et en Italie, en tout cas, particulièrement affreux. Enfin, lui-même comment dire, les mettait en parallèle avec des camps de concentration. Donc, il a créé tout un mouvement qui a abouti, effectivement, qui a donné 20 ans aux hôpitaux psychiatriques en Italie pour fermer. Et donc, à la place, s'est construit petit à petit, durant ces 20 années, des alternatives, dont je ne vous ferai pas le détail ici, peut-être qu'on en parlera un peu plus demain, ou peut-être dans les questions. Mais donc, du coup, tout un florilège de projets, tous très différents. Et donc, cette structure qui s'appelle Olinda est une coopérative et une association. Donc, en Italie, ils ont des coopératives sociales. C'est des coopératives, entre la coopérative et l'association, si je voudrais le dire vite. Mais en tout cas, ça marche par un homme, une voix, et notamment tous les travailleurs, tous les gens qui travaillent dedans, petit à petit deviennent propriétaires de leur entreprise. Je vais y revenir. Alors, moi, je viens plutôt du milieu de la formation. C'est plutôt ça mon truc. Et donc, il y a tout un tas de vocabulaire qui est utilisé ici et dont je suis peu habitué. Voilà, mais pourtant, il y a bien des thématiques qui sont assez proches, hein, quand on parle d'autonomie ou de choses comme ça. Et donc, j'ai été voir, parce que c'est un mot qu'on n'a pas beaucoup défini aujourd'hui, le mot d'inclusion. Et donc, j'ai trouvé un article, on m'a conseillé un article que j'ai lu. C'est un article de Jean-Yves Le Capitaine qui s'appelle « L'inclusion n'est pas un plus d'intégration, l'exemple des jeunes sourds ». Et si je vous résume un petit peu l'article, moi, je pensais que la question de l'inclusion, c'était simplement de mieux intégrer, ou peut-être même c'était une manière politiquement correcte comme on fait assez régulièrement, de renouveler le vocabulaire, parce que voilà. Et donc, mais qu'on restait quand même dans l'insertion. Et ce qui m'a intéressé dans cet article, tout comme ce qui m'a intéressé chez Basalia et dans cette structure, pour le coup, c'est des vrais changements de paradigme. Alors, pour prendre l'exemple de sa classe avec des sourds, le paradigme de l'insertion, ça serait plutôt de voir comment on peut avoir des sourds dans une classe et voir comment on fait, éventuellement qu'ils soient accompagnés, etc. Voilà. Que dans le paradigme de l'inclusion, ça serait plutôt d'avoir une classe bilingue. C'est-à-dire que tout le monde ait le langage des signes dans la classe pour que, et donc ce soit vraiment le contexte qui change et non pas les gens qui doivent s'intégrer à un contexte donné. Donc, voilà, comme je ne connais pas, j'étais surpris. Et en même temps, ça m'intéresse bien parce que ces questions de changement de paradigme, il me semble que c'est ce qui peut permettre réellement d'essayer des choses, même si après, on est confronté au réel. Et donc, il faut quand même adapter nos projets. Mais que ce soit dans une formation, par exemple, si on voudrait complètement changer les paradigmes, on pourrait s'atteler, par exemple, à celui-là ou à d'autres, et du coup, complètement renouveler nos méthodes pédagogiques ou nos manières de faire, et puis ensuite les adapter avec ce qu'on est nous, ce qu'on sait faire, peut-être le faire petit à petit, et non plutôt l'inverse. Tout à l'heure, j'ai noté cette phrase, parce que ça m'a choqué, qui était de faire évoluer les paradigmes. Et je trouve, moi, ça me va, on ne fait pas évoluer les paradigmes, on change d'un côté ou de l'autre. Bon. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, on va le dire plutôt comme ça. C'est intéressant, par exemple, parce que même des personnes malades sont neuroleptiques. Pour voir comment ils réagissent. Ouais, pour comprendre. Mais là, ça serait pour comprendre. Mais alors… Ils se rendraient compte de la difficulté, la fatigue, par exemple. Oui. Et peut-être que ça changerait les mentalités. Et un peu ça serait une manière, effectivement, de comprendre. Et alors, une expérience un petit peu proche de celle-là, c'est donc que je suis arrivé dans cette structure Olinda, cette coopérative. Et donc, il y a un restaurant, une auberge de jeunesse, il y a un festival aussi culturel, tout ça. Et donc, il y a plein de gens qui travaillent, des gens que je peux vraiment qualifier seulement de différents, puisque personne n'a d'étiquette, et tout type de différence. Donc, sûrement des gens, une partie d'entre eux ont croisé la psychiatrie, d'autres sont plutôt des personnes qui ont eu un parcours, des jeunes qui ont eu un parcours scolaire difficile,
d'autres encore qui ont passé longtemps en prison et débarquent dans la société, je veux dire longtemps comme 30 ans par exemple. Voilà. Et d'autres comme moi, avec d'autres difficultés, qui parlent très peu italien. Donc à chacun, c'est, comme on disait ce matin, chacun ses vulnérabilités. Hein, c'est un petit peu ça le truc. Et donc le contexte de travail est adapté à ça. En tout cas, tout le monde est prêt à ça et évolue en fonction des gens et de leurs différences qui sont à l'intérieur. Et l'objectif, non sans difficulté, non sans adaptation, mais quand même, l'idée de base est que ce soit des entreprises qui incluent toutes ces personnes-là, d'une part, et donc qu'il y ait des possibilités de travailler dans ce contexte-là, de travailler avec des métiers plutôt valorisants, je veux dire, où les personnes, par exemple, demandent des choses, comme par exemple de leur servir à boire ou à manger, etc. Enfin, on est un peu le patron, par exemple, du lieu, ce qui est autre chose que d'autres métiers où on est plus à travailler dans son coin avec les mains, par exemple, d'une part. Et d'autre part, ces structures ne sont pas des structures d'insertion, comme j'ai connu ou j'ai cru voir en France, mais sont des structures pour y travailler à long terme. Et c'est des structures qui appartiennent à leurs travailleurs. Donc, vu qu'il y a aujourd'hui une cinquantaine de personnes qui travaillent, la plupart ont voilà, certaines difficultés, on va dire comme ça. Et donc, ce sont eux qui sont propriétaires aujourd'hui de leur entreprise, puisque ce sont des coopératives. Voilà. Alors, dans le réel, c'est un petit peu différent. Il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Les assemblées générales, personne n'ose parler, etc. Enfin, voilà, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas non plus le miracle. Mais la perspective est quand même celle-là. Et il me semble qu'il y a un changement de paradigme qui m'a beaucoup intéressé. Ah, mais il y a plein, enfin, en tout cas, créatifs collectivement également, puisqu'il faut s'adapter. Alors, et aussi, alors après, très concrètement, le coût du enfin, c'est des choses qu'il faudra que je recherche un peu plus, mais il y a beaucoup moins de cotisations sociales, etc. Il y a aussi du soutien des personnes qui sont autour, donc ça permet d'avoir plus de salariés et donc d'avoir plus de modulation voilà, selon les difficultés que chacun rencontre. Voilà. Peut-être si vous pouvez conclure, comme ça on a un peu de temps pour discuter. Tout à fait. Non, oui, voilà. Et juste, non, j'en reviens là-dessus. Et après, et donc que ce soit à cet endroit-là ou ailleurs, j'ai repéré quand même trois choses qui me sembleraient bien un peu à débroussailler ou en tout cas à les fouiller. C'est pour ça que je veux relancer un peu une recherche là-dessus. Donc, ce serait bien sûr sur le contexte du travail et la construction de la participation, ou je dirais même au-delà de la participation, la construction de leur propre entreprise, et non pas une petite partie qu'on consulte de temps en temps, mais bien plutôt leur entreprise. Et donc, il sera un peu comment on construit une démocratie à l'intérieur. Et puis, il y a bien sûr toute la question de l'entraide. Voilà, qui est autour de ça. Si je veux faire vite, je m'arrête là. Merci beaucoup. Temps pour discuter, une dizaine de minutes. On ne demande pas trop sur la pause. J'ai une question à poser à M. Chigo. Donc, puisque les hôpitaux psychiatriques ont été fermés en Italie, les personnes qui ont des souffrances psychiques, ce sont les enfants, les adolescents, les adultes, elles sont en charge la prise en charge de soins est faite comment chez vous? Alors, ce qui s'est construit, c'est quelque chose qui est devenu territorialisé. Donc, il y a un accueil de jour, voilà, territorialisé. Il y a des urgences psychiatriques, mais qui sont des urgences. Il y a des communautés pour les personnes soit qui y passent, soit qui restent un peu plus longtemps. Donc, ils sont plutôt en Italie des petites communautés, des petits lieux de vie à 10-15 personnes. Non, plutôt à 10-15 personnes. Voilà, ouais. Et puis après, il y a une somme d'expérimentations, de projets tous très différents, comme cette coopérative-là, ou d'autres choses plus à la campagne, ou que je connais peu.
les enfants qui ont qui sont autistes, par exemple, nous on a comme enfant des enfants autistes, les enfants qui sont schizophrènes, comment les parents ils les gardent chez eux, ils font comment Déjà, je ne suis pas un spécialiste de tout Oui. ça. Pour avoir des réponses précises, il faudra demander demain aux personnes de l'INDA, qui, pour le coup, c'est leur pays et puis c'est leur secteur. Mais je ne peux que supposer qu'il y a des communautés qui peuvent être aussi à long terme, voilà, où sont accueillies ces personnes-là. C'est parce que le pays a été ruiné, là, en Italie, qu'ils ont fermé les hôpitaux. Non, il y avait un mouvement Vous voulez plus politique. donner d'argent pour la psychiatrie. Non, mais il y avait un mouvement politique très fort qui a rencontré une idée de, du coup, économiser de l'argent. Je pense que ce n'était pas non plus anodin, ou en tout cas de diminuer l'état social comme ça se fait dans tous les pays européens. Mais c'est avant tout quand même un mouvement social et politique. Oui, c'est bien. Il y a quand même des prises en charge en hôpital de jour, les urgences psychiatriques qui existent, les communautés petites communautés de 15 personnes. Mais il n'y a pas de CMP chez vous, les centres médico-psychologiques Je ne sais pas. En Italie, on n'a pas. Non, mais je ne sais pas parce que ce n'est pas mon secteur. Peut-être, mais je pense que monsieur n'est pas allé partout non plus. Il Tout à n'est fait. pas expert de tout. Mais j'ai le droit de poser la question. Non, mais il faudra le poser demain. Il y aura une personne qui pourra répondre à toutes ces questions. D'accord, merci. Antonio Restelli. Est-ce qu'il y a des questions sur les présentations précédentes aussi? Oui, j'ai une question, mais peut-être que vous ne saurez pas, je ne sais pas. Sur l'Afrique, par exemple, le Burkina Faso, est-ce qu'ils ont des choses sur la santé mentale? Vous ne savez pas, c'est une colle peut-être? J'ai effectivement pas tous les pays du monde en tête. Non, mais parce que c'est un des pays les plus pauvres. Au Burkina, je pense, si je ne me trompe pas dans les souvenirs que j'ai, mais je peux regarder, vous envoyer ce que notamment, si je ne me trompe pas, dans la santé mentale, il y a un mouvement, pour le coup, il y a un mouvement existant. Parce que je sais qu'à Lyon, il va y avoir une arrivée de délégation à la fin août. D'accord. Et il va venir pour voir notamment les sommes classiques. Oui, je pense qu'effectivement, j'ai souvenir qu'il y avait des choses. Alors après, c'est très dépendant de plein de choses, en fait, hein, comment se créent les mouvements associatifs, et puis sur les thématiques, généralement, il y a souvent un leader qui émerge un peu, qui pendant des années crée des associations, des fédérations, et puis sait faire des alliances aussi, parce que tout ce que j'ai montré tout à l'heure, ça se fait que avec des alliances, en fait. Hein, ça veut dire que tout le monde arrive à se mettre à peu près d'accord sur justement c'est quoi le problème. Et moi, pour avoir fait, j'ai travaillé pendant des années à l'étranger, d'avoir mis autour de la table des personnes sourdes, des personnes avec des santé mentale, des personnes enfin voilà, tout type de déficience pour dire ok, c'est quoi le problème commun et comment est-ce que politiquement vous allez porter un message commun. Après, la convention, elle a beaucoup facilité ça, quoi. Mais pardon, je m'emballe. Mais du coup, Burkina, je vais regarder si vous voulez. Karen a une question. Alors, j'avais une remarque. C'est une question. Je voudrais remercier M. Bourgois tout à l'heure. Vous avez parlé d'échelle. Je ne sais pas de quelle échelle vous parliez. Peut-être était-ce chez Einstein, Einstein, pardon. Et en effet, vous avez bien précisé que, enfin, à ce moment-là, vous disiez que vous n'étiez pas encore dans la co-construction. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que bien souvent, les personnes se disent dans la co-construction, alors qu'en effet, on est qu'au stade de la consultation. Et en effet, on peut faire la remarque certainement que pour une participation effective des personnes dites concernées, parce qu'on peut être concerné, mais aussi dans la vie, on n'est pas que concerné par certaines situations. On est tous concernés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, pour cette participation effective, idéalement, il faut, comme vous l'aviez indiqué implicitement, des personnes concernées dans la gouvernance et bien sûr dans l'opérationnel. Et ensuite, il y a l'évaluation. Et sur la question de l'évaluation, aujourd'hui, il me semble qu'on manque d'outils.
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis très attachée au retour d'expérience. Il me semble que, par exemple, ici, c'est des personnes qui sont satisfaites parce que je suis en train de dire, c'est important qu'elles se sentent libres d'ensuite pouvoir l'exprimer. L'éthique, c'est très bien. Hein. Quand on est en liberté, on est content de plier. Non, mais je pense qu'en fait, on n'est pas suffisamment sensibilisé au fait qu'il faut aussi avoir des retours, évaluer et aussi être formé à ces outils. Parce que en fait, nous, nous en tant que personnes concernées ayant vécu la trouble psychique, on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a et les personnes qui sont plus professionnelles savent peut-être ce qu'il y a, mais nous, comme on atterrit comme un cheveu sur la soupe. Alors, c'est très possible Voilà. que bien souvent, je vais être très trivial, hein, mais il faille faire tâche. C'est-à-dire que les organisations ne donnent que rarement la possibilité aux personnes de faire un retour d'expérience. Récemment, j'ai vécu une expérience un peu douloureuse, je n'ai pas la notion de classe à l'IRESP. Je suis intervenue lors d'un webinaire, ça ne s'est pas du tout bien passé parce que je n'étais pas très bien ce jour-là. J'ai demandé la possibilité d'un retour d'expérience et ça m'a été accordé. Mais c'est vrai que il faut faire la demande, certainement. D'accord, il faut faire la demande. Donc, c'est aussi peut-être à nous, personnes concernées, de rentrer dans un mécanisme qui ne serait pas celui de la passivité pour se mettre en dialogue. Plus acteur que passif. Alors, c'est sûr que ça se fait souvent dans l'adversité, mais je pense que la question de l'évaluation se pose de façon très, très forte. D'une part, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être dans des alliances aussi à ce moment-là, sur l'évaluation, par exemple, l'évaluation participative, contribuer à quelques évaluations dès le départ, ou dans le suivi d'une politique, ou même, là, par exemple, je travaille, donc c'est pas dans le centre de handicap, mais avec des personnes sans abri, sur la sortie des centres d'hébergement. Et de voir, la question, c'est à partir de quel moment on est prêt. Alors, pour l'État, qu'est-ce que ça veut dire une personne est prête à sortir? Pour la personne elle-même, quand est-ce qu'elle se sent prête à sortir? Et pour le professionnel qui est là, quand est-ce qu'elle... Voilà. Donc là, on travaille là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant du coup, dès le départ, c'est d'avoir un chercheur qui organise un peu l'enquête, mais surtout d'avoir les personnes dès le départ qui disent, voilà, moi, comme je vois les questions, qui se posent là-dessus, ce ne sont pas du tout les questions qu'on se poserait nous en tant que chercheurs ou évaluateurs. Nous, on va parler en tant que personnes concernées, donc je voudrais savoir ce que vous avez pensé du collectif. 1, 2, bien, des usagers, ils doivent être dans toutes les associations, dans tous les conseils d'administration de santé mentale. 2, quand on a dit qu'on va évaluer les médecins par les patients, eh bien, ça peut un peu coincer. D'autre part, cette évaluation, moi, je la retrouve de partout. Alors, je me demande, même les médecins, se faire évaluer si ça doit se faire, ça va se faire normalement. C'est un peu bizarre, mais donc il y a vraiment une place importante pour les personnes concernées. Donc maintenant, voilà, maintenant le collectif, là, je sais pas, d'après ce que vous avez compris, c'est que un début, mais un début qui marche bien quand même, parce que faut déjà, pour nous, ce qui a été important, c'est ce qui a été un peu dit, c'est l'entourage, là, je peux prendre le contexte, l'environnement, oui, c'est essentiel, parce que quand une personne n'est pas trop bien, quand elle se retrouve dans un bon environnement, elle est déjà pratiquement rétablie. Et quand on se retrouve et qu'on est content de se retrouver tous, c'est comme une famille et tout, et bien tout de suite, ça va mieux. Et là, on a pu réaliser, comme à la mairie centrale, quelque chose de parfait, on va dire. Voilà, donc, Oui, mais c'est vrai que je me permets, monsieur, dans la continuité de ce que vous dites, tout à l'heure, il y a un début de débat qui est intervenu entre Madame Génin et vous sur la question de l'autonomie et de l'information. Et moi, il me semble que l'exemple, c'était la main levée. La main levée pour la curatelle. Voilà. Et bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Qui peuvent faire la demande de main levée. Qui ne savent pas. Et c'est vrai que pour autant, c'est le juge qui statue. Et ils n'ont pas obligé d'attendre parce que souvent, quand on passe au tribunal d'un bon instant,
quand on est en curatelle, on dit soit 5 ans ou on nous met 10 ans. Mais on nous met d'abord 5 ans. Moi, c'était 5 ans. Oui, mais les situations sont pas Mais ça. la personne, elle a le droit de choisir, de prendre un avocat et de se renlever En tout cas, elle a le droit d'en faire faire un la expert. demande. Elle a le droit de faire la demande Voilà. et la mallever. Il faut qu'elle ait une expertise par un psychiatre expert médical. Et quand une expertise médicale dit je vais vous le faire, elle fait son rapport. Et après, la curatelle, elle fait son rapport aussi. Et vous obtenez la main levée. Et même sous contention, on peut prendre un avocat aussi. La personne, elle est sous contention, l'avocat, c'est un peu compliqué. Hein, Non, mais ce qui est surprenant, c'est que le mandataire judiciaire, par exemple, ne donne pas l'information à la personne. Non, il ne donne pas l'information. C'est ça, en Oui, fait, la question. moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que on n'a pas beaucoup d'informations sur nos droits, tout simplement. Est-ce que j'ai le droit, enfin, voilà, savoir que simplement parce que je bénéficie de l'AAH, je ne peux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui a des revenus un petit peu supérieurs à un certain montant. Enfin, je trouve que c'est scandaleux, quoi. D'ailleurs. Vous n'avez pas. C'est un exemple que vous avez pas repris. Vous l'aviez bien. Oui, Il y a une question de monsieur qui attend depuis un moment au fond. Est-ce que vous pouvez parler très fort? Oui, parlez s'il vous très plaît fort. Je m'appelle Lee Antoine, je suis père aidant en santé mentale d'une personne concernée. Et du coup, moi, j'ai l'impression que dans ce qui a été dit, ce qui ressort aussi, c'est que l'idée, c'est si on a l'information, on a plus de pouvoir. Est-ce que parfois, il y a une forme de réticence à nous donner des informations parce que sinon on a du pouvoir, ou alors ils se disent en fait non, on ne va rien en faire parce que je grossis le trait, mais on est flemmard, ou de toute façon on s'en fiche, ou que ça va leur coûter de l'énergie, ou je ne sais pas. Et puis c'est en tant que professionnel se faire remettre en question. Je dis professionnel soignant par exemple, parce qu'il est père aidant professionnel, donc là je considère le reste du corps soignant ou accompagnant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, en tout cas de la part des personnes qu'on accompagne. Et il y a deux trucs. Il y a l'outil Quality Rights qui peut faire qu'il y a une espèce d'enquête, une visite par des personnes pour évaluer les droits dans des institutions, par exemple. Et on avait fait un projet qui s'appelle l'Observatoire du rétablissement au Centre Ressources Réhabilitation, et où, entre autres, en fait, il y avait les usagers, les professionnels et les proches dans la même pièce. C'était un peu rock'n'roll, mais ça fonctionnait. Et c'était un père aidant qui animait, qui passait dans le service était volontaire, mais à l'intérieur, du coup, l'idée, c'était que les proches et les usagers évaluent les pratiques du lieu, orienté rétablissement ou pas. Et à l'intérieur, entre autres, il y avait la question, est-ce que j'ai accès à mon dossier médical ou pas, etc. Et est-ce qu'on me donne des outils pour que je puisse accéder à l'emploi? Et donc, du coup, il y a ce genre d'évaluation qui peut exister, mais c'était à la demande des services. Donc, mais si vous regardez sur le site du Centre Ressources Réhabilitation, c'est toujours OK de demander à Camignard si c'est possible d'avoir des infos, qu'on vous aide à mettre en place ça dans des institutions si volonté il y a. Mais je ne comprends pas parce que dans les hôpitaux aussi, il y a les maisons des usagers. Et la maison des usagers, il y a toutes les documentations, il y a des ordinateurs. Et les personnes peuvent. Oui, il y a peut-être des maisons Ça dépend où, parce que nous, on était allés à Lille ou à Strasbourg, ou c'est pas partout. Il y a des endroits où il n'y a pas de maison des usagers, il n'y a pas de GEM, il n'y a pas accès à l'information. Si les personnes elles sont en service fermé, elles n'ont pas le droit de sortir du service, elles ne sont pas. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, l'accès à l'information. Dernière question, parce que sinon on va pas du tout rappeler. Mais en fait, pour moi, c'est tout effectivement la question des moyens d'information ou des moyens donnés à la participation. Il y a différentes échelles. Là, vous parlez, un exemple qui était très parlant, mais ça revient à la même chose par rapport aux politiques publiques. En fait, quels moyens on met en place pour que les gens puissent participer réellement à la construction des politiques publiques, et ça en fonction du type de handicap aussi, parce que moi je travaille avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Ben voilà, est-ce qu'on leur permet en fait
de participer à ça. Et qu'est-ce qu'on met en place pour, ou pas, de ça d'ailleurs. Le problème, c'est non seulement de permettre, mais d'être OK, de dire voilà ce que les personnes vont proposer, on va être OK, c'est elles qui vont proposer. Alors, le problème, c'est que c'est souvent mais souvent, on ne prend même pas en compte les personnes. C'est là où c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle la participation alibi. Voilà, c'est la manipulation. Et puis, cette question du budget elle est vraiment centrale parce que moi, je crois que c'est vraiment une discussion qui a été sur le tapis. C'est de dire, bon, on ferme les institutions, on montre que ça marche, que les gens peuvent être à domicile, c'est bien, et en plus, ça coûte moins cher. Et le en plus, ça coûte moins cher, pour moi, il est extrêmement dangereux dans le discours, parce que c'est faux. Oui, de permettre à des personnes de vivre à domicile, en autonomie, avec un niveau d'accompagnement, avec une vraie participation, avec des espaces pour que la participation puisse se faire. Et je pense que même les organisations de personnes handicapées ont fait, à mon avis, l'erreur de porter ce discours-là en disant, mais si c'est mieux, ça coûte moins, ça coûte moins cher. Et je pense que c'est un discours qui est un peu dangereux, parce que du coup, ça réfrène aussi toutes les associations gestionnaires qui disent, ah, mais du coup, en fait, on va me fermer les établissements et on ne va pas me donner les moyens de travailler différemment. Donc, je pense que là, il y a une vraie question. Je vous propose de continuer. Si je peux faire juste un commentaire, peut-être à contre-courant, mais en vous entendant tout à l'heure, je me dis, le monde du handicap, je ne vais pas y arriver. C'est pas grave. Allez. De toute façon, c'est moi qui prends le micro après. Non, mais je me disais en vous entendant que malgré tout ce qu'on se dit sur les limites de la participation dans le monde du handicap, on est très en avance dans le monde du handicap sur pas mal d'autres secteurs, et je pense notamment en vous écoutant, M. Pourvoy, tout à l'heure, sur des tas d'autres politiques où la participation est quand même absolument, enfin, l'enjeu de participation est entièrement à construire sur des volets entiers de politique publique. Et au fond, sur le handicap, on a quand même au minimum déjà une conscience de la nécessité de porter le problème et malgré tout des pratiques. Et je pense qu'on ne part pas complètement de rien, quoi. Et donc, je pense que c'est important. Voilà, c'est la note positive pour finir. Et on vous donne rendez-vous dans 10 minutes, du coup, à la prochaine, dans 5 minutes. La dernière table ronde de la journée, mais avant d'autres événements. Quand même. Merci à tous. Merci de m'avoir bougé, d'avoir fait entendre. J'espère que vous avez bien entendu quand même. Oui, merci bon, beaucoup. Tant mieux. Très bien.